merci de votre invitation. Moi aussi, je ne suis pas familier de ce type d'exercice, mais j'espère que je vais avoir autant de brio que l'orateur précédent qui a su intéresser les professionnels que vous êtes. Effectivement, vous l'avez dit, moi je suis médecin, je suis neurologue et je m'occupe d'un service qui s'occupe de patients porteurs d'accidents vasculaires cérébraux. Et j'ai eu l'occasion, effectivement, de diriger une unité INSERM qui s'est intéressée à la plasticité cérébrale. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment, à travers une pathologie, des données qui étaient des données mal connues sur la plasticité cérébrale ont pu voir le jour et puis trouver finalement une certaine utilité dans la prise en charge des patients. Alors, la plasticité du cerveau humain adulte, c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que les cellules détruites, les neurones ne se reproduisent pas, il y a bien une neurogénèse, mais elle est bien en marge des dégâts qui peuvent être observés dans le cadre d'accident vasculaire cérébral. Et pourtant, on sait, et le clinicien sait depuis des années, depuis la fin du XVIIIe siècle, qu'après accident vasculaire cérébral, il y a une récupération. Il y a une récupération, elle est partielle, elle n'est pas totale ou exceptionnellement, mais donc il y a bien quelque chose qui se passe malgré la destruction cellulaire. Et puis il y a eu des expériences très classiques. Je cite ici les hémisphérectomies de l'enfant. Nous sommes en 1950 et on s'aperçoit chez ces enfants épileptiques avec une épilepsie gravissime que l'hémisphérectomie traite l'épilepsie mais entraîne de gros dégâts qui paradoxalement vont récupérer partiellement, mais vont récupérer. Donc même avec un hémisphère, un cortex en moins, il y a une certaine récupération spontanée qui est possible et observable cliniquement chez l'adulte et aussi chez l'enfant. L'accident vasculaire cérébral, pourquoi? L'accident vasculaire cérébral, c'est d'abord un problème de santé publique important, vous en avez tous entendu parler, rares sont les familles qui ne sont pas impactées par ça, c'est la source d'une organisation sanitaire importante, mais c'est aussi, si on raisonne sur le plan scientifique, un modèle assez unique de lésion cérébrale unique, aiguë et focale. Et c'est l'occasion de voir comment, dans les suites d'une lésion unique, aiguë et focale, le cerveau humain réagit ou ne réagit pas, et quelles sont les possibilités que nous pouvons avoir d'interférer avec tout ça. Et là derrière, s'il y a une chose bien envisageable, c'est que la plasticité cérébrale, plasticité qui vous a été exposée ce matin, je pense au niveau moléculaire, peut se révéler un support du phénomène cliniquement observé de récupération fonctionnelle. On parle de restauration, c'est-à-dire de récupération, on parle de vicariance, ce sont des mots que l'on entend qui ont été longtemps opposés dans la littérature. La restauration, c'est je récupère de la lésion et j'attends que l'on récupère parce que le foyer lésionnel va évoluer et va s'atrophier, la lésion va disparaître. En tout cas, ce qui entoure la lésion va disparaître. La vicariance, c'est quoi? C'est simplement j'utilise des circuits alternatifs pour aller compenser le déficit. Ces choses ont été opposées, restauration et vicariance. En fait, on s'aperçoit que c'est des choses qui sont extrêmement complémentaires. Et ensuite, alors je ne reviendrai pas là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a en parallèle de cette recherche, une recherche fondamentale qui est active et qui a permis, au cours des dernières années, d'identifier des mécanismes cellulaires qui peuvent être le support de cette réorganisation intracérébrale. Alors, je voulais commencer par cette observation. Nous sommes en 1902, c'est la revue neurologique qui publie cette observation. Elle est assez illustrative, à ma connaissance, c'est la première manifestation de ce qui pourrait être la plasticité cérébrale. Il s'agit d'un patient qui a présenté une hémiplégie cérébrale infantile, donc un accident vasculaire cérébral, une perte de substance neuronale pendant l'enfance, dont il a présenté une hémiplégie, dont il a récupéré pas complètement, mais il était capable de marcher et de se servir partiellement de sa main. Puis il décède accidentellement à l'âge de 52 ans,
Et c'est comme on faisait souvent, il y a beaucoup d'autopsies à ce moment-là, on coupe son cerveau, et là on est au niveau du bulbe, on est au niveau de la décussation pyramidale, au moment où les deux faisceaux moteurs droit et gauche décussent, changent de côté, et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le faisceau pyramidal, le faisceau moteur du côté lésé est atrophié, et en revanche, du côté sain, il est hypertrophié. Il y a donc une dissymétrie considérable, et au cours de sa vie, cet homme a été capable de réorganiser ses voies motrices de façon visible, j'allais dire presque macroscopiquement. Alors qu'est-ce qu'on sait de l'histoire naturelle de la récupération fonctionnelle? On sait en fait qu'elle est rarement totale. Elle est souvent partielle, elle a un décours temporel qui est assez particulier, avec une phase rapide et une phase beaucoup plus lente. La phase rapide, c'est les 3 premiers mois. Ça, c'est un exemple de récupération chez des patients qui ont des troubles de la lecture. Et puis, elle est beaucoup plus lente et asymptotique après. Et on estime qu'au-delà d'1 an, au-delà de 18 mois, les choses sont faites et les gains sont nuls. Tout ceci est sous-tendu par des phénomènes qui sont des phénomènes moléculaires complexes. J'en ai parlé un tout petit peu au début, simplement avec un décours temporel qui est quand même maintenant bien identifié, avec des phénomènes d'excitotoxicité très précoces qui ont ouvert des voies pour l'instant négatives sur des anti-excitotoxiques, une inflammation un tout petit peu plus tardive avec une induction d'apoptose, avec une voie thérapeutique vers des anti-inflammatoires, des anti-apoptotiques qui n'ont pas pour l'instant donné grand-chose. Et c'est là-dessus que je vous propose de nous focaliser aujourd'hui, une voie qui est plus lente, plus tardive, qui est celle de la réorganisation cérébrale et de la réparation. Alors je ne vais pas, aujourd'hui il y a un sujet que je n'aborderai pas, c'est la question des greffes extérieures. Je vous propose de rester sur la plasticité spontanée et la plasticité modulée par des éléments non extérieurs, en tout cas à l'exclusion des greffes. Ça aussi, c'est un élément qui est important en introduction. Simplement, il y a plusieurs mécanismes. On voit que chacun se déroule dans le temps d'une façon extrêmement variable, mais souvent prolongée. Et si vous regardez ici la voie, le trait vert, Functional Use Dependent Plasticity, ça veut dire que cette plasticité est constante pendant longtemps. Cette plasticité est fonctionnelle, ça veut dire qu'elle est liée, elle est probablement liée à la rééducation, liée à la fonction, liée à la stimulation de la fonction. Alors, il y a 4 questions, grosso modo, qui ont fait l'objet de grands débats au cours de ces 20 dernières années. Les voilà. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir la première, de voir en détail la première et la dernière, et de glisser rapidement sur les deux intermédiaires. Alors, différents aspects, quelques aspects de la plasticité cérébrale au cours des affections neurologiques, c'est ce que nous avons appris au cours de ces dernières années. Je mentionne cette expérience, elle était princeps. Il s'agit de patients qui ont présenté une hémiplégie. Ces patients ont une particularité, c'est qu'ils ont récupéré la motricité de leur côté hémiplégique complètement. C'est rare, ça arrive, ils ont été sélectionnés pour ça. Et l'idée de l'expérience, là, c'est de comparer le mouvement effectué par le côté qui a été hémiplégique et qui ne l'est plus, et le côté sain. Et qu'est-ce qu'on observe là-dessus? Ça, c'est quoi? Ce sont des cartographies, et c'est le deuxième élément important, à part la clinique, que vous retrouverez dans cet exposé, c'est l'imagerie cérébrale. Ça, ce sont des photos qui sont des diapositives, qui sont des cartes de significativité statistique obtenues avec le PET scan ou l'IRM fonctionnel. Et je passerai de l'un à l'autre indifféremment. Ces cartes, tout ce qui est visible sur la carte est statistiquement significatif entre deux états. L'état activé, je bouge la main, paralysé ou non. L'état non activé, c'est-à-dire je bouge rien, le repos. Et sur la gauche, sur les voies de gauche, je crois que j'ai c'est le bouton du dessous. C'est celui-là. Ouais, c'est ça.
le bouton du dessous, là. Ouais. Voilà. Donc ce que l'on voit ici c'est dessus, ici c'est sur le côté, avec l'avant et l'arrière, ici c'est de face, et on voit se dessiner quand la main qui n'a pas été paralysée bouge, ben, le réseau moteur, l'aire motrice primaire, l'aire supplémentaire motrice, l'aire prémotrice ici, le cervelet contralatéral, tout ce qui constitue les réseaux moteurs. Et lorsque, et c'est le causé droit, la main qui a été préalablement paralysée bouge, et bien là, vous voyez, on observe une bilatéralisation du pattern d'activation, c'est-à-dire que les deux cortex prémoteurs et les deux cortex moteurs sont activés, les deux hémisphères cérébraux sont activés. Il y a donc, pour la réalisation d'une même tâche, la capacité de recruter un réseau qui n'était pas actif précédemment. Expérience qui date maintenant, mais qui a marqué parce que elle a permis de mettre en évidence pour la première fois cette capacité-là. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un mot d'explication sur la somatotopie de Penfield. La somatotopie, qu'est-ce que c'est? Bien, la motricité est régie par des neurones qui sont situés sur le cortex moteur primaire, qui ont, et beaucoup d'entre vous le connaissent, une répartition somatotopique, c'est-à-dire que à chaque région correspond une commande particulière, la face vers le bas, la main à la partie moyenne de la circonvolution frontale ascendante et le pied, la jambe, dans la région interhémisphérique, ici au sommet de la convexité. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que si on revient à ce patient, par exemple, qui a présenté un accident vasculaire cérébral et qu'on lui fait, et qui a récupéré, et qu'on lui demande d'activer contre-repos et de bouger sa main droite, la main préalablement paralysée, on s'aperçoit qu'il existe ici un pic d'activité sur le cortex moteur qui n'est plus situé au niveau de l'aire de la main, mais qui a migré vers l'aire de la face. Les sujets sont capables de modifier leur somatotopie. Les cartographies corticales sont susceptibles de se modifier. C'est le deuxième élément important, c'est que au-delà du recrutement à distance de certaines régions, de certains circuits, il peut y avoir une modification des cartographies corticales et puis aussi une hyperactivation corticale que l'on observe souvent associée. Ça c'est valable pour la motricité. La question qui s'est posée dans les suites, c'est est-ce que c'est spécifique finalement d'une fonction neurologique, ces mécanismes-là? Je vous montre ici un exemple qui est un exemple chez des patients qui ont un accident vasculaire cérébral mais qui n'ont pas d'hémiplégie, ils ont une aphasie. C'est les secteurs du langage qui sont touchés, c'est ce qu'on appelle l'aphasie de Wernicke ici, et qui ont, vous voyez, des lésions qui sont des lésions temporales postérieures qui n'affectent pas les systèmes moteurs mais qui affectent les circuits du langage. Ils ont clairement un trouble du langage. Et lorsque l'on compare chez ces patients qui effectuent une tâche, les activités des aires du langage, on observe la chose suivante. On va se concentrer sur les lignes du haut ici chez les sujets normaux, les lignes du haut ici chez les sujets aphasiques. Chez les sujets normaux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde que sur l'hémisphère gauche ici, les régions classiques du langage, Wernicke, Broca ici, sont des lésions qui sont activées très peu l'hémisphère droit. Mais si vous passez au sujet aphasique ici, vous apercevez qu'en revanche, chez l'aphasique qui est en train de récupérer, l'hémisphère droit est activé de façon symétrique de ce qu'il est chez le sujet normal. Il existe donc une aire de Wernicke, une aire de Broca à droite, même si le langage est latéralisé la plupart des temps sur la gauche. Donc là aussi, il y a la capacité d'aller recruter à distance des éléments neuronaux, des circuits qui normalement ne sont pas activés. Je change de cadre. Ça, c'est pas l'accident vasculaire cérébral, c'est la sclérose latérale amyotrophique. La sclérose latérale amyotrophique, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est une maladie dégénérative, c'est-à-dire qu'elle va s'accompagner d'une perte progressive des neurones moteurs et d'une dégradation progressive sur 4-5 ans de la clinique de ces patients. Et cette dégradation progressive ne s'accompagne jamais de récupération motrice. Et comme on l'observe chez des patients porteurs d'accidents vasculaires cérébraux. C'est le propre des maladies neurodégénératives. Et qu'est-ce qu'on observe chez ces patients-là? On observe, c'est la même expérience en fait, on leur demande de bouger contre repos la main à travers c'est un joystick, ils sont déficitaires et on observe le pic d'activation. On s'observe que le pic d'activation ici, et vous l'avez figuré sur cette diapositive, vous voyez que les colonnes de noir, ici vous montre le pic d'activation ici au niveau de l'aire de la main à 48 mm au-dessus de la ligne ACPC, c'est les colonnes qui sont en noir.
Et en revanche, chez les patients qui ont une sclérose latérale amyotrophique, eh bien, les pics d'activation, vous le voyez, sont déplacés vers l'aire de la face, ici, vers le bas. Et donc on observe chez ces patients-là, alors qu'il n'y a pas de récupération motrice, la même chose qui était observée chez les patients ayant porté un accident et présenté un accident vasculaire cérébral. Donc, ces mécanismes ne sont pas spécifiques d'une fonction, ils ne sont pas spécifiques non plus d'une maladie. Et c'est une surprise. Et là, on est à ce moment-là, tout le monde se demandait ce qui se passait si on avait bien compris les choses. Autre exemple, maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dégénérative. On reste là-dessus avec des lésions hippocampiques précoces, un trouble de la mémoire épisodique. C'est une maladie neurodégénérative, bien entendu, avec une décroissance progressive des choses. Mais la question, c'est y a-t-il des mécanismes adaptatifs qui pourraient limiter la dégénérescence, limiter et faire en sorte que finalement le processus neurodégénératif n'apparaisse que plus tardivement. Quelles en seraient les bases neuronales? Je vous mentionne ici une expérience qui était faite par Jérémy Pariente, qui est une expérience où il compare des patients qui sont des patients normaux à des patients qui débutent une maladie d'Alzheimer qui est un petit trouble mnésique. Et il enregistre, contre repos, une tâche mnésique dans l'IRM fonctionnel ici, chez les normaux et chez les patients qui ont au début de maladie d'Alzheimer. Et la soustraction qui est montrée là, c'est la soustraction normaux moins de maladie d'Alzheimer. Ce qu'on voit là, c'est que les normaux, on s'y attendait, activent plus la région hippocampique que les patients porteurs d'une maladie d'Alzheimer. Mais lorsqu'on fait l'inverse, c'est-à-dire que l'on fait maladie d'Alzheimer moins normaux, eh bien on s'aperçoit de ceci. C'est qu'il existe là aussi des circuits alternatifs, qui sont des circuits alternatifs qui ont apparu dans les régions pariétales, pariétofrontales ici, et qui n'existent pas, qui sont plus activés chez les patients qu'ils ne le sont chez les normaux. Donc là aussi, un mécanisme de recrutement de circuits alternatifs qui n'est pas lié à une maladie particulière. Dernier exemple que je vous montre en matière de plasticité, c'est ce qui se passe après amputation. Vous avez ici, c'est une étude qui a été faite chez des sujets qui ont subi une amputation du membre supérieur, d'un membre supérieur. L'idée là, c'est de regarder contre repos, toujours pareil, toujours avec ces outils de neuroimagerie fonctionnelle que sont l'IRM fonctionnel dans ce cadre-là, ce qui se passe lorsque il bouge le brassin et ce qu'il se passe lorsqu'il bouge le moignon. Eh bien, vous le voyez ici, c'est que lorsque le mouvement du bras est un mouvement, le mouvement du brassin, il existe une activation des aires de la motricité qui est une activation limitée ici à la région de l'épaule, ici dans la hauteur donc, de la circonvolution frontale ascendante. En revanche, lorsqu'il bouge le moignon, eh bien, on s'aperçoit que l'aire qui est ici figurée, qui est ici activée, est beaucoup plus étendue et que ce mouvement de l'épaule occupe la place qui était occupée par la main auparavant. Il y a là donc une plasticité spontanée qui est secondaire à l'amputation et secondaire à la suppression des afférences proprioceptives. Donc ces mécanismes, si on veut résumer ces mécanismes qui sont observés après une lésion unique aiguë et focale, il y a des réseaux alternatifs, une modification des cartographies corticales, la suractivation des cortex actifs, je vous l'ai dit. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a des stratégies individuelles. Nous ne sommes pas égaux individuellement dans nos capacités à solliciter des aires situées à distance, à modifier notre somatotopie. Et puis lorsqu'on regarde l'ensemble de ces phénomènes, ils sont non spécifiques d'un système, ils sont non spécifiques des AVC, ils sont observés des cours des maladies neurodégénératives, ils sont parfois indépendants de toute récupération fonctionnelle observable, c'est le cas des maladies neurodégénératives, et puis parfois aussi peuvent être observés, non pas après des lésions du système nerveux central, mais c'est le cas de l'amputation, après des lésions du système nerveux périphérique, puisque l'amputation c'est la suppression des afférences proprioceptives qui viennent du membre lésé. Donc des mécanismes qui sont ubiquitaires et qui ne sont pas limités à une maladie, mais retrouvés de façon assez large
au sein du système nerveux central. Donc à ce moment-là, et la science avance à ce moment-là, on se dit, mais il y a des questions qui se posent, et je passe rapidement là-dessus, mais je veux vous le dire, plasticité cérébrale et récupération fonctionnelle, si il y a plasticité sans récupération, est-ce qu'on est bien sûr, et ça s'est posé très fortement dans le milieu, que cette plasticité cérébrale observée est le substrat de la récupération fonctionnelle? Et puis, il y a des gens qui ont dit oui, c'est le cas, et maintenant c'est acquis, on le sait que c'est acquis, parce que le signal IRM est statistiquement corrélé au score moteur après accident vasculaire cérébral. Donc on ne discute plus là-dessus, mais il y a d'autres questions, et c'est comme ça, évidemment en matière scientifique, quand les choses avancent, il y a d'autres questions. Il y a des gens qui se sont mis à dire, et le rôle fonctionnel des ailes recrutées, normalement fonctionnelles, est-il positif? Controverse, oui, c'est une controverse. Il y a des gens qui ont dit, mais écoutez, voyez, moi je dis que ces gens-là qui ont vu un accident vasculaire cérébral et qui activent des deux côtés, donc qui recrutent des cortex qui normalement ne sont pas activés, récupèrent moins que les autres. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on ne comprend plus rien, et de position extrêmement simple au début, les choses se sont complexifiées jusqu'à vraiment des questions qui ont fait polémique dans le milieu. Vous voyez, on est dans les années 2002-2006 à ce moment-là. En fait, alors, je vais, pour avancer, mais pour donner la réponse à cette controverse, la solution est venue du décours temporel. Vous avez ici l'évolution dans le temps sur des IRM répétés de l'activation de patients effectuant une épreuve de force, un grip. 3%, c'est-à-dire c'est la force initiale, 89% du grip contralatéral, c'est la force finale. Et ce que vous voyez, c'est qu'au fur et à mesure que les gens récupèrent, eh bien, on s'aperçoit que le cerveau, l'activité se relatéralise, que les aires initialement impliquées et les aires initialement recrutées vont disparaître progressivement dans ce cadre-là. Et donc l'explication, elle est là, c'est que effectivement les gens n'ont pas récupéré là-dessus, ils continuent, ils en sont restés à ce stade-là, simplement parce que ça ne veut pas dire que les cortex homolatéraux sont des cortex recrutés qui sont délétères, ça veut dire simplement que leurs capacités de récupération n'ont pas été excellentes. Voilà quelques exemples. Ce que nous a appris finalement à la fois la clinique neurologique assortie d'études en neuroimagerie au cours des 20 dernières années. C'est un résumé, mais c'est quand même bien ça qui s'est produit. Ça démarre dans les années 90 jusqu'aux années 2010. C'est ce moment-là qu'il a fallu, c'est 20 ans qu'il a fallu pour décrire ces phénomènes. Alors, maintenant, si plasticité cérébrale existe, si elle est bien liée à la récupération fonctionnelle, est-ce qu'elle est modulable? C'est la question suivante, enfin suivante, je dis suivante, mais enfin qui s'est posée assez rapidement. Et est-ce qu'on peut la moduler par la rééducation? Est-ce qu'on peut trouver la place pour des médicaments pour stimuler cette plasticité cérébrale et faire en sorte que les patients récupèrent mieux? Je vous cite ce papier parce qu'il est un peu emblématique et il a lancé l'affaire. Il a lancé l'affaire, Randolph Ludo. C'est un papier qui utilise un modèle animal, qui est un modèle de primate. Et Randolph Ludo crée une lésion du cortex moteur primaire chez ces singes. Il crée donc une hémiplégie et puis il divise son lot en deux. Il met la moitié des singes dans leur cage sans rien de particulier et il fait une rééducation de singes. C'est-à-dire ce qui est assez particulier, il leur donne des coupelles avec des aliments et qui fait qu'il va surstimuler le côté paralysé de ces singes. Et c'est la première fois, et on est dans les années 2000, il montre la chose suivante, il montre après que la répartition sur le cortex moteur ici des aires qui sont des aires liées à la main, à l'activité de la main, sont différentes dans les deux groupes. Quand il y a eu rééducation, quand il y a
pas eu rééducation. Il fait la différence entre, et il prouve pour la première fois qu'une activité de stimulation répétée, journalière, pendant plusieurs semaines, est susceptible d'induire une modification dans la représentation corticale de la main. Je voulais mentionner ce papier et je voudrais en venir à celui-là. Il me reste... ouais. Je vous parle de celui-là parce que celui-là a été un papier important. Qu'est-ce qui se passe? On est chez des patients qui ont un accident vasculaire cérébral, on utilise la TMS, la stimulation magnétique transcrânienne. Chez ces patients, eh bien, on s'aperçoit que, qu'est-ce que c'est que la TMS? C'est une stimulation magnétique ici. On simule le cortex moteur, on regarde le cortex moteur, on recueille ici le potentiel évoqué. Et donc, quand il y a potentiel évoqué, eh bien, quand il y a potentiel, c'est que les voies sont fonctionnelles, le circuit passe. Et on est capable de faire une cartographie corticale de tous les points sur l'aire motrice qui sont capables d'entraîner le recueil d'un potentiel évoqué. C'est ça là, c'est la cartographie corticale, vous voyez, ici. Ça, c'est avant entraînement. Et puis, M. Lippert là, fait chez ses patients une rééducation intensive. Pendant 4 semaines, ces patients vont être soumis à une rééducation intensive avec une amélioration de la performance, certes, mais surtout, lorsqu'on reprend la même chose quelques semaines après, on s'aperçoit qu'il existe là, vous le voyez, une augmentation très nette de la taille de la carte corticale de stimulation. Et donc, ça a été la première fois qu'on a pu montrer chez l'homme que eh bien, l'activation chronique, qu'est la stimulation chronique que constitue la rééducation, est susceptible, là aussi, de changer, d'induire une plasticité cérébrale. Et l'élément particulier, c'est que ça survient chez des patients qui ont eu une hémiplégie 2 ans avant. Alors que je vous ai dit au début qu'on pensait qu'après 1 an, c'était terminé. Et là, c'est un tremblement de terre. Parce qu'on se dit, mais au fond, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que finalement, on ne baisse pas les bras trop tôt? Et est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser des questions supplémentaires? Est-ce que finalement, le réapprentissage n'est pas indéfini et il doit être limité dans le temps? Et d'ailleurs, conséquence de ce papier, le payeur change d'attitude. Hein, la sécurité sociale se met à rembourser des séjours plus prolongés en centre de rééducation. Rapidement, là, sur celui-là, et après on passe aux médicaments. Ce patient a présenté, le pharmacien, il a présenté une aphasie. Vous voyez la lésion ici. Il n'y a pas d'hémiplégie, il y a une aphasie. Chez ce patient, avec un trouble sévère, pendant 6 semaines, 6 jours sur 7, on lui apprend 30 mots. On lui apprend à prononcer 30 mots, à les reconnaître et à les prononcer. Peu importe les tâches qui sont utilisées, mais je vous montre les résultats d'emblée. Il était capable de faire des jugements de rime, et ça nous sert à... C'est un contrôle interne, ça, qui nous... Vous voyez, XV, c'est lui avant et après entraînement. Il fait la même chose. Ça veut dire que la rééducation n'a pas détérioré ce qui était acquis. Les témoins font pareil. En revanche, pour la dénomination, il augmente sa performance, clairement. 20%, 56%. Ce n'est pas 95%, hein, c'est 56% après les 6 semaines de rééducation. Et le corrélat, c'est ça qu'il faut. On va rester sur la gauche, sur la dénomination, avec les témoins, avec lui avant et lui après ici. Si vous regardez l'hémisphère gauche ici, vous voyez à ce niveau cette stimulation, cette activation corticale du gyrus angulaire ici, qui n'existait pas avant l'entraînement et qui a pu être mis en évidence dans la suite de la rééducation. Et là aussi, ça se passe 3 ans après l'accident vasculaire cérébral. Donc il y a là, à travers ces 2 exemples, la preuve que ça marche, que la rééducation est effective. J'y mets un bémol quand même, hein, et il faut quand même bien le garder en tête, c'est que ce patient-là, il a amélioré, il a appris 30 mots, il n'est pas revenu travailler dans sa pharmacie. Malgré un effort et une rééducation considérable,
il a progressé, mais pas de façon suffisamment importante pour que sa qualité de vie, son intégration sociale et professionnelle puisse être réintégrée. Les médicaments, si j'ai encore 3 minutes. Médicaments, en fait, lorsqu'on s'est posé la question des médicaments, on est revenu vers les modèles animaux parce que personne n'avait traité cette question-là. Et revenir vers les modèles animaux, on s'aperçoit qu'il y a des activateurs et des inhibiteurs de la récupération fonctionnelle chez l'animal. Je vais aller très simplement sur une expérience, si j'ai encore 2 minutes, là, qui est une expérience issue de ces données des modèles animaux. Il y a, et c'était la conviction, dans la littérature fondamentale, une interaction, des données très fortes pour une interaction fondamentale entre médicaments et récupération fonctionnelle. Et c'est des types particuliers de médicaments. C'est des antidépresseurs, on en parlait tout à l'heure, mais pas toujours. C'est donc des sérotoninergiques, antidépresseurs, mais aussi la noradrénaline et la dopamine. Donc il y a une base qui est une base fondamentale, extrêmement forte là-dessus. Beaucoup d'études concernant la motricité. Ces médicaments sont actifs dans une fenêtre thérapeutique. Est-ce qu'il y a rééducation, est-ce qu'il faut rééducation avec? C'est une question qui est restée importante. Je vais passer sur ceci pour aller vers un des... je vous montre ceci. Ça, c'est un essai qui est un essai sur un petit nombre de patients, chez des patients que vous le voyez ici, qui sont porteurs d'un accident vasculaire cérébral, chez qui on a testé en double aveugle contre placebo 20 mg de fluoxétine, c'est-à-dire d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. C'est comme si on avait donné de la sérotonine à ces patients. Il y a 8 patients, c'est des lésions sous-corticales, et ce sont des patients qui sont en cours de récupération et qui sont capables de réaliser des flexions et des extensions des dos. Qu'est-ce qu'on observe chez ces patients? On observe que, 1, ils sont capables d'améliorer leur performance, c'est ce qui est figuré ici, et c'est l'élément comportemental du résultat, et deuxièmement, ils sont capables de suractiver les cortex moteurs. C'est-à-dire que cette augmentation de la performance, sous l'effet du médicament et par comparaison avec le placebo, entraîne une suractivation du cortex moteur. Et donc, il y a là une forme de preuve du concept, et si on va un peu plus loin dans les mécanismes, et si on utilise en parallèle de l'IRM pour un médicament qui est, je crois que c'est la paroxétine, là, mais c'est un médicament qui est similaire, qui est aussi un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, on s'aperçoit qu'il existe une suractivation des cortex moteurs pareil, mais aussi, et vous l'avez figuré ici sur cette courbe-là, c'est la courbe qui, en ordonnée, c'est pour la stimulation et les potentiels évoqués, en abscisse donne l'intensité du stimulus appliqué sur la tête du patient, et en ordonnée la taille du potentiel évoqué. Vous voyez que ici, chez les patients qui ont pris de la paroxétine ou de la fluoxétine, il existe une taille de potentiel évoqué bien supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'excitabilité corticale à ce niveau s'est modifiée et qu'elle s'est majorée par rapport au placebo. Et puis je vais terminer par cet essai qui est l'aboutissement finalement de ce type de recherche. C'est un essai qui concerne, vous le voyez, 118 patients qui ont été randomisés, c'est-à-dire tirés au sort, fluoxétine contre placebo, qui ont des AVC aigus responsables d'une hémiplégie, qui sont des patients non déprimés parce qu'on utilise un antidépresseur et de façon à ce que on pourrait se dire en fait s'ils récupèrent c'est parce que c'est l'effet antidépresseur. Non, pas du tout. Ils ne sont pas déprimés, ils sont randomisés. Et Fugl-Meyer, c'est l'échelle clinique qu'on a utilisée qui a été utilisée pour tester ces patients. C'est une échelle qui va de 0 à 100. Et lorsqu'on regarde les résultats de cet essai, vous les avez ici, entre J0 ici et J90 à 3 mois, vous voyez que le score ici est de plus 24 en matière de gain chez le placebo, plus 34 en matière de fluoxétine. C'est valable sur le membre supérieur ici et sur le membre inférieur avec un effet qui est significatif. Et cet essai donc montre que l'administration pendant 3 mois dans les suites d'un accident vasculaire cérébral d'une hémiplégie confirme les données que je viens de vous montrer
sur un tout petit nombre de patients et qu'il existe un effet positif de ces médicaments dans la récupération fonctionnelle. Voilà, je voulais conclure simplement en vous disant que nous avons vu deux versants. Le versant de la description de phénomènes qui sont ces phénomènes de plasticité qui ont été démembrés mais qui ne sont pas qui continuent, je n'ai pas tout dit, mais qui continuent de poser des questions à la fois dans leur cinétique, dans leur signification, dans leur effet bénéfique. Et puis on a vu les applications, et ces applications, c'est clair qu'elles ont renouvelé l'approche qui a été l'approche médicale, à la fois sur la rééducation, qui a depuis des lettres de noblesse qui sont revenues sur le haut du pavé, et puis aussi sur les médicaments, parce qu'il n'y avait pas justement d'espoir de ce côté-là jusqu'à maintenant, et actuellement donc, on voit se développer ce type d'approche avec des éléments positifs. Je vous remercie de votre attention.